Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, on inaugure pour cette édition, cette 7e édition de la conférence et grandes tendances de la e-santé, des ateliers thématiques que nous faisons donc l'après-midi après une matinée bien chargée. J'ai le plaisir qu'on le co-anime ensemble, Sandrine. Donc, je vous représente pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Donc, vous êtes directrice des rédactions du groupe Mind et notamment de Mind Health qu'on connaît bien dans le secteur de la santé. Et donc, on va co-animer ensemble cet atelier dédié au financement des startups de la Health Tech en 2023. Regard croisé. Merci Sandrine d'avoir accepté déjà de présenter ce matin le baromètre. Et merci puis également de co-animer. Écoutez, Jérôme, merci à vous pour l'animation et hâte de parler financement qui a été un des grands dossiers de l'année 2022. Oui, et je crois qu'il va être surtout un gros sujet de 2023. Oui. On a beaucoup de startups qui sont dans la salle avec nous et je sais qu'il y a pas mal de questions qui sont présentes dans la tête de chacun et donc vous pourrez donc les poser. Je rappelle que cet atelier va être ensuite rediffusé en replay et notamment avec le soutien de BPI France. Donc bonjour Chara Louafi, directrice du fonds Patient Autonome, qui est fidèle partenaire de notre événement et qui en fait a eu l'idée avec l'équipe d'Interaction Healthcare de proposer cet atelier, de rentrer un peu plus dans les sujets, puisque le matin de cette conférence, on a beaucoup de sujets qu'il faut bien sûr effleurer, puisque on aurait quasiment 3 ou 4 jours de conférence. Donc peut-être première question, Chara, nous expliquer aussi rapidement ce qu'est le fonds Patient Autonome et qu'est-ce qui vous a poussé à organiser ce type d'atelier spécifique par rapport au financement des startups de la Health Tech. Merci à vous deux. Alors le fonds Patient Autonome est un fonds d'une taille de 100 millions d'euros qui a la particularité en fait qui est spécifique des innovations santé numérique. Alors on ne parle plus vraiment de santé numérique, on parle plutôt d'usage aujourd'hui. Donc c'est très parcours de soins, c'est très médicaments numériques. Et c'est très focalisé sur la France. Donc c'est un observatoire très intéressant du dynamisme d'innovation sur ce territoire. Donc les tickets, on peut faire du seed, série A. On a fait 1 ou 2 deals de série B. Donc les tickets entre 500 000 5-6 millions en fonction du stade d'avancement de la société et on est capable en fait de refinancer la société. Alors pourquoi cet atelier aujourd'hui? On arrive aussi à une maturité pour aider les entrepreneurs à mieux préparer leur go-to-market et leur trajectoire aussi de croissance. On est quand même dans un système aussi qui est un peu perturbé. Donc la santé numérique, je parle de santé numérique là, était un peu préservée parce que c'était un marché neuf où on défrichait en fait le référentiel. Je pense que depuis 2018, qui était vraiment le lancement de ces innovations, on a du recul et on peut partager entre nous en fait les signaux faibles, notre connaissance collective pour se dire en fait quelle est la bonne trajectoire pour ne pas se perdre. L'argent en fait est un vrai driver, il n'y en a pas beaucoup, donc forcément il y a besoin en fait d'avoir une idée assez claire du chemin pour ne pas se perdre. Et évidemment c'est assez paradoxal parce qu'on est sur le marché de la santé, on est sur le marché, on va dire, sur la construction et la solidification du système de santé. Donc c'est vraiment un bien commun qui est majeur. Donc on peut se dire en fait que le potentiel est juste énorme. C'est en plus post-Covid. Voilà, l'argent reste. Vous pouvez nous rappeler le montant en fait que le fonds Patient Autonome investit en fait dans les startups de la Health Tech? Alors, c'est un fonds de 100 millions. On est capable de mettre des tickets de 500 jusqu'à à peu près 6, mais au total, on peut mettre maximum à peu près 9 par entreprise. Donc, pour la diversification des risques. Donc, c'est voilà. Très bien. Bien, merci encore pour cette initiative d'atelier, je pense, qui va être
très développé pour l'année 2024. Donc Sandrine, on va rentrer dans le vif du sujet avec également une autre personne qu'on a bien connue ce matin dans la conférence ici à Future for Care. Oui, Agnès Deler-Snider, bonjour. Vous êtes donc la dirigeante de l'accélérateur Future for Care. Alors, on le rappelle, il a été co-créé par Capgemini, Generali, Orange et Sanofi. Il a été inauguré en mai dernier, donc bientôt 1 an d'existence. Et surtout, une des particularités de Future for Care, c'est d'accueillir donc des startups à un stade de maturité avancé. Avec des enjeux d'accès marché, des enjeux de financement aussi peut-être un peu plus conséquents. Comment vous les aidez, comment vous les accompagnez dans leur démarche? Oui, alors effectivement, c'est les accompagner dans leur démarche et je pense que c'est ce qu'on voit souvent de l'extérieur, c'est une start-up à lever. Alors c'est tout de suite très impressionnant. D'abord, on est content pour elle. Et puis, on voit souvent des millions. Surtout en santé digitale. D'abord, toutes n'arrivent pas à lever, donc c'est des parcours qui sont difficiles et surtout qui posent beaucoup de questions. La première étant, est-ce qu'il faut lever? Est-ce qu'il faut lever maintenant? Et là, le dirigeant doit vraiment se poser, quand il se pose cette question, elle est absolument fondamentale parce que s'il décide d'aller lever, il va y avoir devant lui d'énormes conséquences opérationnelles à très court terme et de gouvernance à plus moyen terme. Donc c'est extrêmement structurant. C'est pas juste j'ai levé, clac, l'argent arrive, super, il est là. Non, c'est d'abord se dire quand on est dirigeant de start-up que pendant un moment, on va être très accaparé par ça, soit par le process lui-même, soit si on se fait aider par l'idée, co-construire tout ça, c'est écrire la stratégie de la boîte quand elle aura cet argent-là, quel KPI, où est-ce qu'elle va et pourquoi, convaincre les investisseurs et réunir autour de soi des gens qui l'aident à ça. Et après aussi se préparer à un monde après avec des fonds, avec d'autres, et dans lequel le pouvoir et la gouvernance est partagé. Et ce qui du coup amène un tout autre monde qui se prépare aussi pour lui, le dirigeant, et aussi pour son équipe, parce que de la même façon, l'annonce dans la presse, ça c'est 2 jours, j'ai levé 10 millions. La préparation avant et après, c'est transformant et c'est assez long. Et voilà, nous dans ces moments-là, on aide un peu à chacune de ces étapes. On essaye d'être là pour les dirigeants, pour les entrepreneurs qui sont à Future for Care. Et ça va juste d'abord beaucoup d'écoute, essayer de comprendre à quel moment ils sont, et les mettre le plus possible en contact avec les bonnes personnes. Est-ce que c'est des gens qui vont les aider à lever de l'argent? Est-ce que c'est des fonds? Est-ce que c'est des corporate VC? Est-ce que c'est des partenaires aussi industriels qui vont co-construire une histoire avec la start-up? Et c'est tout ça où on essaye vraiment dans la durée, et encore une fois, c'est un parcours très long, d'être à leur côté. Est-ce que vous pouvez peut-être juste nous rappeler le nombre de start-up justement qui sont accueillies? Alors aujourd'hui, on a 35 start-up qui sont dans l'incubateur. Juste pour vous donner un chiffre, il y a plus de 30 millions d'euros qui ont été levés, c'est juste ce dernier trimestre, et par une petite poignée d'entrepreneurs. Et beaucoup sont en train de lever ou en train de réfléchir à ce qu'elles doivent lever. Donc c'est une problématique qui est complètement quotidienne ici. Les entrepreneurs échangent aussi beaucoup entre eux, ils se donnent des conseils. Et puis ils sont devant les mêmes questions avec... moi, j'ai reçu, ce fonds m'a dit, je ne suis pas dans la thèse d'investissement. Bon, donc, qu'est-ce qu'on fait de cette réponse? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce qu'elle veut dire quelque chose ou pas? Donc, il y a ces débats qui sont un peu quotidiens chez nous, parce que c'est un moment très important, effectivement, pour eux. Alors c'est important, Agnès, ce que vous dites sur les types de relations, d'informations que les startups peuvent donner. C'est une des tonalités qu'on a souhaité avoir avec Chara et en le préparant avec Sandrine, c'est qu'on soit dans cet atelier dans vraiment la transparence qu'on peut avoir pour les acteurs de la health tech. Et notamment, on peut peut-être l'illustrer avec Gilles Littmann. Donc, vous êtes cofondateur et CEO de Remedy Labs. Et encore bravo, parce que vous avez annoncé dernièrement une belle levée de fonds de 12 millions, c'est ça? C'est ça. De 12 millions. Et lorsque on s'est contacté, on se connaissait déjà depuis pas mal de temps dans votre carrière d'avant, vous allez nous en parler. C'est-à-dire,
nous, on ne veut pas la belle histoire de, comme vient de le dire Agnès, ça y est, on a annoncé dans le communiqué de presse la belle levée de fonds et puis tout va bien se passer dans les 10 ans après. On sait très bien que ça a certainement été un travail très long les mois d'avant. Et je pense que les startups qui sont présentes dans la salle et ceux qui vont nous écouter donc ce replay dans quelques semaines sont intéressés pour savoir comment, en fait, voilà, une levée de fonds dans le secteur de la health tech en 2022-2023, comment ça se passe et peut-être donner aussi un petit peu les tips, si vous permettez cet anglicisme, pour les startups qui seraient à l'écoute de vos conseils. Merci beaucoup. Alors d'abord, je suis très content d'être ici, non seulement pour l'événement que je trouve très bien organisé, mais aussi parce qu'il y a 2 personnes qui ont joué un rôle très important sur cet atelier pour notre levée de fonds. Agnès à ma droite, puisque Future for Care a joué un rôle important, et Generali, puisque Generali a investi et est un partenaire stratégique de Remedy. Alors effectivement, c'est quand même une belle histoire puisqu'elle se finit bien. On a annoncé cette levée, mais ça a été long, ça a été compliqué. La première chose, moi, qui me frappe, puisque je viens, moi, du monde corporate, j'ai travaillé pendant 20 ans chez Sanofi avant de devenir entrepreneur il y a 2 ans, c'est qu'une levée de fonds, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Et parfois, quand je vois la communication, la médiatisation qui est faite, on a l'impression que c'est le but, mais en fait, ça n'est qu'un moyen. Donc la première des questions que nous, on s'est posées, évidemment, c'est une levée de fonds, pourquoi faire? Pour atteindre quel milestone? Et ce n'est pas une décision si facile. Juste pour vous donner un peu le champ des décisions que nous, on avait à prendre. On a des questions sur la partie clinique, sur la partie technologique, puisque juste en un mot, Remedy a développé une solution pour améliorer la qualité de vie des gens qui souffrent de douleurs chroniques. Donc notre offre aujourd'hui, c'est un bracelet stimulateur individuel d'endorphine, de l'accompagnement et une plateforme digitale de service. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur le plan clinique? Qu'est-ce qu'on fait sur le plan technologique pour améliorer notre produit? Qu'est-ce qu'on fait sur le plan réglementaire entre l'Europe et les États-Unis? Et qu'est-ce qu'on fait sur le plan commercial? Et on ne peut pas tout faire, donc il y a cette première question de une levée de fonds, pourquoi faire? La deuxième, c'est avec qui? Alors ça, c'est la wish list de l'entrepreneur, avec qui on aimerait lever des fonds. Entre les business angels, puisqu'on a des business angels, les family office, les VC traditionnels et les corporate VC. Je vais y revenir. Et par rapport aux corporate VC, en tout cas, nous, on a toujours une vision qui est aussi en phase avec ce que moi j'avais connu dans mes expériences précédentes, notamment quand on a travaillé avec Google, c'est que on avait dans l'idée de recréer un peu l'écosystème finalement de Future for Care dans notre capital. C'est-à-dire des acteurs qui pouvaient nous aider à notre développement, idéalement complémentaires, entre assureurs ou payeurs privés, comme Generali, acteurs de la santé et tech. Alors aujourd'hui, on en a certains, on ne les a pas tous, mais c'était cette vision-là. Ensuite, effectivement, je te rejoins complètement Agnès, c'est un processus qui prend énormément de temps. Moi, ça a été entre 50 et 70% de mon temps, tout comme mes cofondateurs. Donc pendant ce temps-là, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc il faut s'organiser. C'est un processus qui est long, qui n'est pas facile parce que on a quand même un assez grand nombre de noms dans la liste, donc il y a toute cette phase. Mais in fine, je pense que si on a réussi, c'est parce qu'on avait répondu à ces différentes questions, qu'on avait aussi une histoire importante, hein, bien évidemment le pitch, une équipe très complémentaire et de la donnée. C'est ça qui nous a permis de le faire. Voilà. Et puis juste un dernier mot par rapport à Generali. Moi, j'ai toujours trouvé que les startups étaient agiles. J'ai découvert avec Generali, sincèrement, un corporate qui a fait preuve d'une agilité incroyable, puisqu'on a réussi à conclure l'opération en 6 mois, mais vraiment, entre le moment où on s'est parlé chez Future for Care grâce à l'exposition que m'a donnée Agnès et la conclusion. Et ce n'est pas seulement un investissement, c'est un projet de partenariat stratégique que sans doute Didier va pouvoir commenter lui aussi. Juste avant qu'on passe la parole à Didier, j'avais juste une question sur la gouvernance aussi. C'est un sujet qu'on aborde peut-être pas forcément, qu'on anticipe peut-être pas forcément. Comment vous l'aviez anticipé justement ça a un impact sur la gouvernance lorsque l'on fait appel à des financeurs. Effectivement, ça a un impact puisque très concrètement, aujourd'hui, réussir le partenariat généraliste, c'est l'une de nos très grandes priorités. Donc ça modifie ses priorités. Les ressources qu'on met en face pour y arriver, on en discutait encore tout à l'heure avec Didier, ça modifie notre board, puisqu'on a désormais notamment Generali et d'autres boards, et les ressources on avait préparé, mais maintenant on est vraiment dans réussir l'étape d'après, tu as raison, c'est pas une fin en soi, c'est maintenant qu'on a fait cette levée, comment on transforme ce partenariat en succès collectif. Est-ce que vous avez pu connaître, parce que là on est début 2023, donc cette vidéo va certainement avoir une vie tout au long de l'année 2023, mais bon, l'annonce de votre levée de fonds, c'est le 2e semestre 2022. Est-ce que vous avez déjà senti ou perçu une évolution déjà en amont de la levée de fonds, pendant la levée de fonds et après?
Absolument. On est assez content d'avoir terminé notre levée de fonds début 2023. Pour quelle raison ? Parce que le contexte est beaucoup plus compliqué, parce que tout le monde nous dit d'ailleurs que les conditions ne sont pas idéales pour lever, même si on n'est jamais dans des conditions idéales, je pense, quand on est entrepreneur. Hein, on se débrouille toujours avec son environnement, mais on est assez content d'avoir fait ça. Et puis on est content aussi parce qu'on a un petit peu de temps. Finalement, moi, ce qui me frappe maintenant que je suis passé de grand groupe à start-up, c'est que le facteur le plus important, c'est le temps. Qu'est-ce qu'on fait de son temps ? Le temps est compté jusqu'à la prochaine levée ou une éventuelle exit. Et donc là, on a acheté du temps pour développer les prochains milestones. Et ça, Shara, vous le voyez vous, actuellement là, sur ce changement un petit peu de comportement au niveau du financement des health tech depuis quelques mois ? Oui. En fait, comment dire, aujourd'hui, les fonds passent beaucoup de temps à s'occuper de leur portefeuille. Et il y a en fait deux sujets en fait, qui les animent. C'est la gestion du cash et, on va dire, trouver des voies d'accélération pour le go-to-market. Et vraiment la scalabilité, etc., etc. Et passer beaucoup de temps sur une ligne, on ne fait pas autre chose. On est quand même des petites équipes. Et donc, c'est vrai que, en fait, mais en même temps, notre travail, c'est d'investir. Parce qu'on est obligé de lisser les cycles. Donc, si on ne s'occupe que du portefeuille, on a une dégradation de la valeur forcément avec le temps. Et donc, ce sont les nouveaux investissements qui viennent en fait compenser on va dire, cette dégradation à cause du temps incertain, etc., etc. Donc, le mécanisme d'investissement est censé être en continu. Maintenant, on est dans une phase un petit peu d'adaptation de notre métier, parce qu'on est dans un cycle qui est un peu particulier, mais on en a connu d'autres. Hein. On a connu 2001, on a connu 2005, 2008. Ça fait partie de notre métier. Donc, mais on reste des gestionnaires d'actifs. Donc on est là aussi pour rendre des comptes et faire en sorte que l'argent qu'on nous a confié crée de la valeur. Donc, qu'est-ce qui se passe ? L'entrepreneur en fait, qui vient nous voir doit aussi nous aider. C'est-à-dire regarder aussi, quand Agnès dit, c'est vrai, il y a des réponses négatives, par exemple. La réponse négative, en fait, c'est est-ce que c'est la bonne adéquation avec le fonds, la thèse ? Est-ce que dans le portefeuille, il n'y a pas un concurrent ? Mais des fois, en fait, quand il y a un sujet complémentaire, ça nous intéresse. Parce qu'aujourd'hui, pendant cette période de semi-pause, parce qu'on est quand même en activité, trouver en fait des stratégies de croissance, d'accélération par de la consolidation, pour de l'acquisition client, pour en fait faire en sorte que dans la chaîne de valeur, on apporte une solution la plus complète possible pour que le client signe vite. Ça fait partie là, c'est actuel là. Donc du coup, c'est à l'entrepreneur aussi d'observer quelle est la dynamique des portefeuilles pour du coup en fait se positionner dans un fonds pour proposer aussi ou bien discuter aussi avec une participation du coup du fonds. Mais là, l'investisseur est majeur dans ce type de rapprochement. Donc et évidemment, la répercussion que ça a sur le deal flow, c'est qu'on demande de plus en plus de preuves. On va avoir une exigence qui est accrue parce que le temps joue contre nous. Mais ces preuves, business, clinique Alors, c'est les deux, en fait. Hein. C'est des preuves, on va dire, de validation qui sont de validation soit de marché, donc du coup, des clients, un peu de revenus, etc., soit de la valeur médico-économique, mais en fait, qui est ça prouve qu'il y a quelqu'un qui va soit... il y a un marché soit de patients, soit d'acheteurs potentiels futurs. Voilà. Donc ce travail-là, il faut absolument le faire parce que l'exigence, de toute façon, elle s'impose à nous là. Bien sûr. Voilà. Alors ça veut dire que aujourd'hui, probablement, c'est pour ça aussi que les tours de table augmentent. Hein, c'est qu'on anticipe d'abord, en fait, on prend les propositions de valeur un peu plus abouties qu'avant. Donc mécaniquement, en fait, les tours de table augmentent. Mais en plus de ça, on anticipe qu'il faut accompagner les sociétés plus longtemps. Et donc, du coup, le syndicat d'investisseurs va être important aussi à considérer. Alors, dans cette table ronde, on souhaitait avec Sandrine donc réunir en fait l'ensemble des acteurs. On parle de regard croisé des acteurs sur la levée de fonds. Donc, bien sûr, le fonds d'investissement avec vous, Shara,
un accélérateur comme Future for Care, une start-up. Et puis on souhaitait bien sûr avoir un groupe qui s'est déjà illustré, et Gilles en a déjà donné quelques mots. Donc on va aborder le sujet avec vous, Didier Cadic, dont vous êtes directeur de l'innovation à Generali, un des membres fondateurs de Future for Care. Donc qu'est-ce que fait un groupe comme Generali dans le secteur de la health tech et votre vision forcément de l'investissement dans des startups innovantes? Alors bonjour à tous, merci de donner la parole à Generali France. Juste pour rectifier, je suis responsable de l'innovation, je ne suis pas le directeur de l'innovation. Mais c'est une nouvelle année, peut-être qu'il y a... De l'extérieur, ça peut sembler proche. Merci de nous donner la parole et je suis ravi de participer avec notamment Gilles et Agnès à cette conférence. Merci Gilles de ton qualificatif d'agile pour Generali, ça me touche énormément, ça touche toute l'équipe, je pense, qui a œuvré à cet investissement. Je pense que si on a réussi à être agile, effectivement, je pense qu'on l'a été, sur le cas de Remedy Labs, c'est parce qu'il y avait une bonne raison, il y avait une vraie logique business. On a vu chez Generali, dans Remedy Labs, un moyen de mieux faire notre métier, de mieux accompagner nos clients. Ce qui peut sembler être dégradant pour nous assureurs, c'est de rester en bout de chaîne. C'est-à-dire on arrive à la fin, quand il y a eu un frais de soins, juste pour rembourser ce frais de soins. Ça, c'est le socle, bien sûr, mais c'est pas ce qu'on a envie d'être. Nous, on a envie d'accompagner le client tout au long de sa vie, et donc on a envie de remonter la chaîne de valeur. On a envie de l'accompagner pour éviter d'en arriver à des frais de soins. Et on a vu, effectivement, dans Remedy Labs, une opportunité de mieux prévenir les risques, d'améliorer le confort de vie de nos clients, et peut-être en bout de chaîne, d'aller effectivement réduire ce qu'on appelle la sinistralité, c'est-à-dire les arrêts de travail, la consommation d'antalgiques, etc. Et donc c'est parce qu'il y a eu cette conviction forte qu'il y avait une synergie business à aller chercher avec Remedy Labs pour mieux faire notre métier d'assureur, qu'on a décidé effectivement assez vite, je pense, d'aller investir dans Remedy Labs. Mais c'est bien dans ce sens-là que ça se fait. On n'investit pas dans les startups juste pour une logique de valorisation, de portefeuille ou une logique financière. Non, on investit nous dans des startups uniquement s'il y a vraiment une synergie business. C'est le premier facteur de décision sur ce sujet. Et peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez, alors effectivement sur l'agilité, on a bien entendu. Sur la stratégie peut-être plus globale des Generali, il y a eu cet investissement, donc remarqué, 12,2 millions d'euros levés par Remedy Labs, Generali donc, qui a investi dans cette start-up. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la stratégie globale de Generali en matière de health tech ? En matière peut-être d'investissement. Voilà. Est-ce que vous avez des objectifs d'investissement année par année comment ça se passe? Alors, le fait qu'on ait une logique vraiment purement tirée par le business nous a incité à avoir une stratégie qui n'est pas un CVC en fait. Ce qu'on appelle un CVC, un Corporate Venture Capital. Nous, on n'a pas de structure dédiée pour investir dans les startups. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que nous, Generali, assureurs vie également, on a énormément de capitaux, d'actifs à injecter dans l'économie. Et pour ça, donc là, on parle de centaines de milliards. Pour ça, on a déjà des véhicules d'investissement massifs qui sont extrêmement performants et qui sont orientés sur le rendement, sur la diversification et de plus en plus sur tout ce qui est critères extra-financiers. On parle des fameux critères ESG. Voilà, donc ça, c'est déjà extrêmement structuré, c'est très puissant chez Generali, mais c'est aussi loin du business de la santé digitale. Et donc, on a voulu construire une stratégie qui soit un petit peu orthogonale par rapport à ces premiers véhicules financiers et qui soit vraiment purement business. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, on va investir dans 1, 2, peut-être 3 startups par an, grand maximum, toujours drivé par le business. Donc, c'est uniquement... On regarde d'abord la logique business, comment est-ce qu'on va gagner de l'argent, comment est-ce qu'on va mieux servir nos clients grâce à cette start-up. Et s'il y a une forte conviction de tout le monde, de l'innovation, des financiers, du business, sur cette synergie-là, alors là, les planètes s'alignent et on va pouvoir aller très vite et prendre des participations dans la société. On va être typiquement sur de la série A. On ne fait pas trop de seed, ce n'est pas trop notre cœur de cible. On va pas forcément chercher à se mettre au premier plan dans la table de capitalisation. On aime bien être second, par exemple. On va être en dessous de 15% des parts.
et puis avoir devant nous un VC professionnel qui va peut-être mieux gérer la relation au quotidien. Comme ça, nous, on se focalise vraiment sur la partie business. C'est un petit peu ce genre d'investissement qu'on va faire. Donc, c'est pas, voilà, on n'a pas de véhicule en tant que tel, et c'est vraiment une stratégie d'investissement ad hoc quand on a une belle start-up qui nous plaît et avec laquelle on a un ROI assez bien établi. Et ça a été, Gilles, un argument, enfin un élément important entre vos actionnaires sur le fait d'avoir un groupe qui vienne investir orienté business? Oui, d'abord, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Didier. Nous, on avait beaucoup travaillé sur la compréhension des enjeux business de Generali et de ses concurrents, d'ailleurs, à l'époque. On avait vraiment fait ce travail en amont, hein, je le dis aussi pour mes collègues entrepreneurs qui le font sûrement, mais ça nous a beaucoup aidé de bien comprendre vos enjeux business pour, non pas maquiller notre pitch, mais pour l'adapter et voir comment on pouvait avoir la meilleure proposition de valeur. Donc c'est vrai que c'est parti de là. Le pitch que moi j'ai fait devant le COMEX de Generali grâce à Future for Care partait d'une compréhension assez fine, en tout cas, de ces enjeux-là, pour s'inscrire dedans. Et d'ailleurs, ce qu'on fait maintenant, hein, on peut le dire, c'est qu'on a mis en place la semaine dernière un steering committee avec 3 projets qui étaient vraiment ceux qu'on avait présentés dès le départ, avec pour objectif commun, Didier et moi, de les mettre en œuvre en courant 2023. Et c'est vrai qu'en ayant fait ce pitch devant le COMEX et l'alignement dont parlait Didier, on a plus de chances d'embarquer l'organisation pour le mettre en œuvre. Parce que pour avoir travaillé dans un corporate avant, c'est pas facile toujours, entre le rythme d'une start-up qui a des horizons de temps très courts et celui d'un grand groupe, d'aligner les planètes. Voilà. Il n'y a pas eu de débat au sein de notre board sur l'investissement général. Ils ont très bien vu la logique business pour nous aussi d'ailleurs, et bien sûr capitalistique. Et est-ce que ce business-là, il s'entend aussi, parce que là on se pose les bonnes questions par rapport au financement, est-ce qu'il y a un côté exclusif? C'est-à-dire qu'on peut se dire aussi en tant que start-up, d'abord Generali au sein du capital, c'est extrêmement fort, ça a une impulsion vers le business, mais peut-être pour d'autres acteurs, ça peut être limitant dans le développement de l'activité. Est-ce que ça a été aussi une des questions? Je dirais, alors je vais laisser Didier répondre, mais en tout cas je dirais que ça a été un point de discussion. On a cherché un équilibre entre, on n'a pas, je pense qu'on peut le dire, on n'a pas d'exclusivité avec Generali. On a essayé de trouver un équilibre entre donner à Generali la priorité ou dans ce qu'on pouvait développer, tout en gardant aussi une certaine liberté pour développer Remedy par rapport à ses propres intérêts. Donc c'est un point d'équilibre qu'on a négocié dans le cadre du deal. Oui, si je peux alimenter ce sujet-là, nous de notre côté, on n'a pas forcément vocation à avoir une exclusivité avec les startups avec lesquelles on travaille, même si on prend des parts. Quand je disais tout à l'heure qu'on aime plutôt être minoritaire au capital, ça va un petit peu de pair avec ça. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer être dans une start-up, avoir pris des parts dans une start-up à côté d'un autre assureur. Ce qu'il faut, c'est qu'on s'y retrouve sur un plan business. Ça reste la priorité absolue. Et puis j'ai envie de dire aussi, la prise de participation dans une start-up, c'est pas la seule façon d'aider la start-up à se développer. Alors on le fait pourquoi? Investir dans une start-up, on le fait pour avoir un pied dans la start-up, pouvoir avoir notre mot à dire sur la roadmap, être plus proche de la start-up, être plus incité à travailler sur le projet, parce que Gilles l'a dit, c'est un début, hein, la prise de participation dans Remedy, c'est un début, et maintenant, il faut travailler pour aller mettre dans les mains de nos clients la solution Remedy. Et donc, en étant au capital, en étant au bord de Remedy, ça nous met le pied à l'étrier. On est obligé de s'y intéresser plus et de travailler beaucoup plus et plus vite pour aller jusqu'à cette finalité. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on investit dans une start-up, mais ce n'est pas le seul levier. On peut très bien travailler déjà de façon non capitalistique avec une start-up, évidemment, et on le fait avec plusieurs start-up de Future for Care. Et puis on peut imaginer d'autres solutions. On crée assez régulièrement des joint ventures chez Generali. On est très partenarial. Hein. On aime bien travailler avec les autres, c'est ce qu'on fait très bien. Donc on peut imaginer des joint ventures, on peut imaginer des prises d'options capitalistiques mais activées dans un futur ultérieur. Il y a plein de mécanismes qui peuvent être actionnés, qui peuvent sécuriser une start-up dans son développement, qui peuvent la rapprocher de Generali avec toujours cette finalité business qui est indispensable pour nous, sans forcément suivre le modèle Remedy. Sandrine, je vous laisse poser la dernière question avant qu'on fasse appel au public. Sur les questions, donc si vous avez au niveau des startups et des partenaires qui sont présents des questions, ça sera à vous dans quelques minutes. Vous levez la main et on pourra vous apporter un micro. Oui, moi j'avais une question, mais vous l'avez un petit peu abordé, mais c'est vrai que Chara, en préparant, vous
Didier, mais Chara, en préparant, vous nous l'avez parlé, vous en avez parlé, il n'y a pas que le financement en fait, il y a plein d'autres manières d'accompagner les startups. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comme ça comment on peut finalement accompagner la croissance et plus que la croissance, accompagner la valeur aussi? C'était ça finalement la pierre angulaire, on parle beaucoup du financement, mais d'abord, comment je définis ma valeur, comment je fais grandir cette société autour de cette valeur? Oui, ça fera le lien, en fait, ce que disait Didier, parce que, juste pour rebondir, quand on parle, en fait, de financement et de moyens aussi, on va dire, des deals industriels capitalistiques aussi autour de la société, notamment, en fait, en santé numérique. En fait, santé numérique, c'est vrai, ce sont des innovations, on va dire, qui vont transformer les acteurs du système de santé. Donc, on sait pertinemment, en fait, que la sortie, ce sera du M&A. Et du coup, les avoir très tôt autour de la table pour pouvoir préparer ça, c'est très important, avec un juge de paix qui est l'alignement d'intérêts. L'alignement d'intérêts, parce qu'on parle de start-up, donc de vitesse, donc il ne faut pas qu'il y ait de grains de sable dans l'exécution, mais c'est surtout l'exécution de la stratégie et le grand sujet, ce sont les décisions en board. C'est ça, en fait, qui fera la vitesse de l'entreprise. Et donc cet alignement-là, finalement, toutes ces actions qui sont autour de la start-up sont reflétées dans des échanges dans le board. Et c'est là, en fait, que ça demande une gestion très particulière. Voilà, donc ça, c'est juste, en termes d'agilité, de flexibilité, c'est le nerf de la guerre, au-delà du financement. Et à côté de ça, en fait, c'est du coup comment on aide l'entreprise en dehors du financement à grandir. Bon, comme tu disais, en fait, c'est vrai que le financement, c'est un moyen, en fait, qui vient accompagner une stratégie d'abord. Et cette stratégie de croissance, elle est évidemment au cas par cas, mais elle est très tournée, en fait, sur comment on accélère le go-to-market et la scalabilité. Parce que, voilà, c'est comme ça, on parle, c'est une innovation de rupture, scalabilité, etc. C'est intrinsèque à cette dynamique. Donc, il y a évidemment, une fois que les expertises sont autour de la table, la consolidation est un sujet. Parce que quand on voit, et c'est vrai que c'est assez spécifique, alors je suis dans la santé numérique, donc c'est vrai que c'est intéressant de rapprocher de concurrents, typiquement. Parce qu'on achète la base de clients, on achète des actifs pour augmenter, on va dire, c'est une stratégie aussi, hein, donc deux concurrents en fait qui se rapprochent pour acheter du temps, ça a du sens. Donc ça c'est la première base de stratégie. Deuxième base de stratégie en fait, c'est être très tourné client, parce que en fait l'objectif c'est qu'il signe vite. Donc comprendre son besoin, son expérience client, et donc pouvoir lui proposer en fait des sujets clés en main. Donc ça c'est un sujet de consolidation et d'agrégation, et en fait c'est un peu plus facile en fait dans notre industrie pour le faire. Ça c'est donc la deuxième voie. La troisième voie en fait, c'est rechercher des couches de valeurs supplémentaires. Donc on est en fait du coup pas dans un monde en fait linéaire, qui est en fait des consolidations brique par brique, soit pour augmenter en fait son actif, soit pour augmenter, on va dire, ses revenus, en termes de diversification aussi de modèles économiques. Mais on est sur autre chose, en fait, c'est, on va dire, superposer les couches de valeur. Donc du coup, la data est un vrai sujet aussi. Donc, et c'est un relais de croissance, en fait, qui est beaucoup plus profond qu'une simple activité de service, qui permet aussi d'asseoir un peu son territoire client. De là, en fait, on engrange de la valeur. Merci Chara. Donc le principe qu'on a édicté en créant donc, cet atelier, c'est de pouvoir donner la parole, puisque forcément le matin on a 4300 personnes, donc c'est un petit peu plus compliqué pour donner la parole à tout le monde. Donc on va laisser la place maintenant aux questions. Vous allez pouvoir bien sûr compléter vos réponses. Donc est-ce que dans la salle il y a des questions sur le financement des startups? La réponse ne peut être que oui. Très bien, on va commencer par la première question. La start-up Quantique, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Merci. Oui, Quantique Healthcare. Alain, enchanté. Alors, j'ai une question. Depuis le 26 mai 2021, il y a le nouvel règlement
le nouveau règlement a un petit peu changé la donne pour beaucoup de monde, et notamment pour les startups. C'est-à-dire que la certification pour un dispositif médical est beaucoup plus complexe. Et la conséquence de ça, c'est que globalement, pour se certifier, il faut aujourd'hui facilement, en moyenne, en tout cas entre 1 an et 18 mois pour beaucoup de startups. Donc ça, c'est la première chose. Juste pour information, pour ceux qui ne savent pas, il y a peut-être 25 000 dossiers qui ont été déposés et moins de 5 000 qui ont été certifiés. Donc c'est particulièrement complexe. Donc le corollaire de ça, ça veut dire qu'une start-up qui démarre, eh bien, elle ne va pas commencer à faire quoi que ce soit avant 3 ans. Donc ça, c'est la première chose. Une start-up, c'est là pour disrupter quelque chose. Et donc ça veut dire qu'on a parlé de market access tout à l'heure. Si j'ai envie de montrer que je vais tout changer dans 3 ans. Qui sait ce qui va se passer dans 3 ans? Donc derrière, il y a une équation qui est un petit peu complexe en tant que fonds. C'est-à-dire que vous savez que la société qui va arriver, en réalité, on ne sait pas ce qui va se passer dans 3 ans, on n'a absolument aucune idée, et on sait que de toute façon, il y a énormément d'argent à donner tout de suite. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Et notamment, il faut aller vite. Et donc, comment vous faites pour être efficace à donner des réponses rapidement à ces sujets, et notamment aux startups qui ont besoin d'argent vite? Merci. Alors, qui veut répondre? Non, mais je peux répondre. En fait, le sujet du chemin réglementaire qu'on découvre en marchant est un vrai problème. En principe, en fait, on a une visibilité sur le chemin réglementaire, et du coup, ça permet d'anticiper, ça permet aussi de pouvoir quantifier le temps et l'argent nécessaires pour arriver au bout. Et c'est vrai que dans nos sujets de prédilection en santé numérique, alors pas que, parce que les histoires de certification touchent aussi le medtech. Donc l'entrepreneur, l'écosystème apprend aussi en marchant sur c'est quand même un chemin critique, on ne peut rien faire. Mais quand c'est pas intégré dans les plans dès le début, en fait, c'est vrai que c'est revenir dessus en fait avec des nouvelles sur quel est le chemin exact. C'est problématique. C'est vrai. Et c'est un sujet qui est oui. Peut-être que je peux compléter un petit peu. Je pense que l'effet tunnel que tu décris, effectivement, il est nuisible pour la start-up, pour la motivation, pour l'intérêt des fonds, pour l'intérêt des industriels. Et donc, évidemment, au cas par cas, c'est un peu tarte à la crème ce que je vais dire, mais au cas par cas, je pense qu'il faut essayer absolument, de mon point de vue industriel, il faut essayer absolument de trouver un chemin parallèle qui permet de cranter un certain nombre de choses sur un plan business pendant que vous suivez cette trajectoire réglementaire. Peut-être sous l'angle plutôt dispositif wellness, ou peut-être trouver une espèce de business complémentaire qui s'harmonise bien avec votre cœur de cible, avec votre stratégie long terme, mais qui permet quand même d'amorcer un petit peu la pompe, de débloquer le compteur du chiffre d'affaires, parce que ça, on sait que c'est hautement symbolique, mais c'est hyper important. Et ça peut permettre d'arriver un peu plus mûr, un peu plus robuste auprès des industriels ou des fonds qui vont vous aider à aller plus loin. Merci beaucoup Didier Charat. On avait une deuxième question. Amaury Martin. Ouais, levez la main, Amaury. Nicolas. Bonjour. En fait, une question sur... J'ai pas beaucoup entendu le mot international dans ce que vous venez de dire, et une question quand même sur la différence entre finalement vouloir faire de la croissance dans un système franco-français qui en plus n'est pas forcément le plus favorable sur l'innovation en santé, en particulier sur la e-santé, sur le système de remboursement. Comment est-ce que vous intégrez cette dimension dans la fois le développement de la société, enfin là c'est plutôt pour vous à l'étranger, et pour vous dans l'analyse que vous faites des dossiers, parce que finalement la réponse qui peut être faite sur un marché français, elle peut être un non, mais en réalité sur un marché autre, américain pour être un peu caricatural, peut être tout à fait positive. C'est juste le point de vue dans lequel on se pose, et c'est vrai que l'ambition est peut-être quand même d'avoir des belles sociétés qui parfois peut-être vont pas se développer au démarrage en France, mais ailleurs.
Et on est un peu souvent dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on vise à avoir un très beau développement en France, et alors qu'en fait ça nous ralentit, enfin ça vous ralentit énormément sur un marché mondial qui est peut-être plus facile d'accès. Enfin voilà, c'est une question ouverte, mais vu que vous n'en avez pas parlé. Juste avant de laisser les intervenants répondre, il y a un deuxième atelier qui va suivre, donc c'est un bon teasing pour la deuxième partie de l'atelier, où notamment on aura ce sujet à l'international, donc restez avec nous. Mais je laisse... Didier. Je peux commencer. Alors, d'abord, très bonne question. C'est évidemment une question qu'on se pose, j'ai presque envie de dire en permanence, parce qu'on est toujours en train de choisir ses priorités. Donc la manière dont nous, on y a répondu chez Remedilab, c'est pour l'instant priorité à la France et aux États-Unis. Donc ce qu'on a fait pour les États-Unis, c'est qu'on a obtenu le statut de Breakthrough Device de la FDA. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on l'a obtenu non pas avec nos données cliniques, puisqu'on est en train de les récupérer, mais avec nos données de vie réelle. Donc je rejoins ce que disait Didier aussi. On a développé un modèle, nous, en attendant d'être dispositif médical, avec une solution bien-être qui nous permet de commencer à commercialiser, d'apprendre de nos clients et de collecter des données de vie réelle qui nous ont permis ce statut qui nous donne non pas une clearance FDA encore, mais un accès privilégié pour des discussions qui vont commencer maintenant. Donc ça, c'est un. Et après, effectivement, la suite est plus compliquée. Une fois qu'on se dit si on y va comment? On y va seul, on y va en partenariat. Le fait qu'on ait ce partenariat avec Generali peut aussi changer la donne, puisque Generali a notamment une forte présence en Europe. J'ai eu l'occasion, encore une fois, grâce à Generali, de présenter aux filiales européennes. Donc on verra, en fonction de nos discussions avec la FDA d'un côté et le partenaire Generali, comment est-ce qu'on gère ces différentes priorités? Est-ce qu'on les arbitre? Est-ce qu'on les... Voilà. La difficulté avec l'Europe, parce qu'on s'était aussi posé la question de l'Europe, c'est qu'évidemment, ce n'est pas un, mais 27 marchés, voire plus, dans les pays qui ont une organisation régionale. C'est pour ça qu'on a préféré se concentrer pour l'instant sur les États-Unis. Est-ce que je peux me permettre de rebondir aussi? Le sujet international, il est hyper important pour nous. Alors nous, on est Generali France. On a investi dans Future for Care, on a investi dans Remedilab en tant que Generali France. Néanmoins, il est hyper important pour nous que les startups sur lesquelles on parie, que ce soit juste sur une relation business ou sur une relation plus capitalistique, elles trouvent des relais de croissance à l'international parce que ça les renforce aussi sur la France. Donc, comme on travaille de façon très rapprochée avec les autres business units de Generali, évidemment, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les startups de Future for Care, et en particulier celles avec lesquelles on travaille, à aller s'implanter sur d'autres marchés sur lesquels Generali est présent. Et inversement, on est énormément à l'écoute des autres business units de Generali, dans les autres pays, beaucoup c'est vrai sur l'Europe de l'Ouest, pour ramener des bonnes idées, des startups vers la France. Et en ce moment, il y a plusieurs startups de Future for Care qu'on accompagne, alors modestement, on fait voilà, avec nos moyens, hein, mais on les accompagne pour aller tester d'autres marchés sur lesquels Generali est implanté. On les met en relation avec nos collègues qu'on connaît bien et qui étaient là effectivement à Future for Care, notamment il y a quelques semaines, pour écouter plusieurs des startups qui ont une vocation à se développer à l'international. Très bien. Allez, on prend juste une dernière question. Il y avait Élie qui avait tendu la main en premier, et puis il y aura une deuxième question tout à l'heure. Si, d'accord, merci. Il y a Élie, là-bas. Allez, une question rapide et une réponse tout aussi rapide, et on enchaîne ensuite sur la deuxième partie de l'atelier. Oui, merci beaucoup. Je rebondis rapidement là sur justement la question précédente et la dimension internationale. Alors, sans parler des États-Unis, qui est vraiment un cas particulier, quelle est votre vision de la dynamique du marché français par rapport aux autres marchés européens? Parce qu'en tout cas, on a l'impression qu'en France, il se passe quand même énormément de choses. Il y a beaucoup d'initiatives. Bon, à l'inverse, là, les discussions sur la télésurveillance, le passage en droit commun patine un petit peu. Mais globalement, par rapport aux autres pays européens, est-ce que la France est un marché qui vous paraît dynamique, hein, ou si ce n'est pas le cas, quels sont pour vous les marchés de référence en Europe? Une des difficultés, c'est de croiser. Il y a deux façons de regarder ce sujet. Il y a où est l'argent et combien est investi. Et là, il y a une dimension de taille géographique qui compte beaucoup. Vous allez retrouver des très grands pays. Donc, en tête, vous avez le UK, ça dépend de quelle Europe on parle, mais enfin, il y a quand même le UK. Ensuite, la France, l'Allemagne, la Suisse. Et après, tu as les pays à la pointe, et qui vont, eux, être beaucoup plus petits, qui sont les Nordiques, et qui, là, ont des débouchés produits pour vous moins forts, mais qui restent des écosystèmes ultra dynamiques que nous, on regarde énormément, avec des liens avec la recherche très forts, avec les industriels, avec vraiment le côté à la pointe et l'argent. Et aujourd'hui, en Europe, ça ne se passe pas au même endroit.
Mais là où il y a un grand marché dynamique et des fonds, la France reste très, très, très bien placée. Voilà. Après, tu as aussi l'Allemagne, mais qui est aussi un peu un laboratoire, comme vous savez, avec toutes les questions réglementaires sur lesquelles ils ont été à la fois en avance et qu'on regarde aussi un peu en disant qu'est-ce qu'il faut faire peut-être mieux aussi que ce qu'ils ont pu faire. Alors, je peux juste compléter. Oui, bien sûr, Chara. En fait, il y a deux raisonnements. En fait. Il y a le raisonnement par modèle économique. Donc, on peut avoir, en fait, on peut pas comparer un médicament numérique avec du B2B. Et médicaments numériques, c'est tout de suite US, Europe. Et la France, et il y a des brevets aussi qu'on peut déposer. La France est très dynamique sur le sujet, même s'il n'y a pas encore de remboursement sur la thérapie digitale. Mais en termes de sourcing de dossiers, mais le marché, il faut aller chercher le marché américain. Dans le B2B, en fait, on cherche aussi, comme tu disais Agnès, évidemment là où il y a une rémunération par les hôpitaux, mais c'est surtout une stabilité dans le système de santé. Et l'Espagne et le Portugal est aussi un terrain extrêmement intéressant à explorer. On voit nos sociétés en fait installer leurs filiales, parce que quand on est dynamique à l'extérieur, on commence à créer des filiales pays par pays pour attaquer. Voilà, donc c'est les deux modèles que nous voyons. Et évidemment, en fait, France est dynamique. Merci Chara, merci à tous les quatre pour ce premier moment. On peut les applaudir. Merci. Et donc on enchaîne sur la deuxième partie des coulisses du financement des startups de la LSTEC. À tout de suite.